Bonjour à toutes et tous. Alors, imaginez un peu le scénario. Un régime politique qui naît d'une défaite militaire cuisante, qui est dirigé à ses débuts par des gens qui en fait veulent le détruire pour remettre un roi sur le trône, et pourtant ce régime va non seulement tenir bon, mais il va forger l'identité de la France moderne. C'est toute l'histoire, un peu paradoxale mais absolument fascinante, de la Troisième République, une période vraiment centrale de votre programme de première. Voilà la question, la problématique qui va être notre fil rouge. C'est une vraie énigme politique, vous ne trouvez pas ? Comment ce régime, dont presque personne ne voulait au départ, a réussi à s'enraciner si fort qu'il est devenu le plus long de notre histoire contemporaine. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour répondre à cette grande question, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on verra sa naissance qui est, vous allez voir, très chaotique. Ensuite, le grand projet des Républicains pour unifier le pays. Puis, on s'intéressera aux oppositions, qui étaient féroces. On analysera comment les crises, paradoxalement, ont fini par renforcer le régime. Et enfin, on terminera sur les héritages de cette période. C'est un plan solide, typiquement le genre de structure qu'on attend de vous au bac. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut vraiment comprendre une chose, la République n'arrive pas du tout en terrain conquis. Ces toutes premières années, c'est la guerre contre la Prusse, c'est la guerre civile, bref, une immense incertitude politique. Regardez bien cette chronologie, c'est une décennie de tumulte permanent. La République est proclamée en septembre 1870 sur les ruines de l'Empire de Napoléon III. Mais, et c'est là que ça devient fou, quelques mois après, les élections donnent une large majorité aux monarchistes. C'est un paradoxe total. La République va survivre à la terrible guerre civile de la Commune de Paris, puis à la tentative de restauration d'un roi. Mais alors, pourquoi cette restauration échoue ? Eh bien, tout simplement parce que les monarchistes sont complètement divisés entre eux. Il y a les légitimistes, partisans du comte de Chambord, et les orléanistes. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Du coup, le trône reste vide. Et finalement, en 1875, l'amendement qui fonde officiellement le régime passe à une seule petite voix près. Une voix. La République s'installe donc presque par accident, faute de mieux. Voyons maintenant comment les Républicains, une fois qu'ils ont vraiment pris le pouvoir à la fin des années 1870, vont s'atteler à construire une nation autour de leurs idéaux. Parce que s'installer, ça ne suffit pas. Il faut convaincre, il faut républicaniser la France en profondeur. Pour gagner les cœurs et les esprits, les Républicains vont s'appuyer sur 4 grands piliers. Le premier et sans doute le plus important, c'est l'école, avec les grandes lois de Jules Ferry. L'école devient vraiment le creuset du citoyen. Ensuite, des symboles forts pour qu'on puisse s'identifier au régime. Un hymne, une fête nationale, le visage de Marianne dans chaque mairie. Troisièmement, des libertés fondamentales sont enfin garanties, comme la liberté de la presse ou le droit de créer des syndicats. Et enfin, le suffrage universel masculin qui devient un vrai rituel démocratique et ancre la politique dans le quotidien. Pour faire fonctionner ce grand projet, notamment à l'école, il fallait une sorte de logiciel. Et ce logiciel, les historiens l'ont appelé le roman national. L'idée, c'est d'enseigner une histoire de France qui rassemble, qui crée un sentiment d'appartenance, une fierté commune. On raconte une grande histoire continue de Vercingétorix jusqu'à la République, en essayant de gommer un peu les divisions du passé. Cette citation d'Ernest Lavis, qui était le grand Manitou des manuels scolaires de l'époque, elle illustre ça à la perfection. Le but de l'enseignement n'est pas juste d'instruire, il est clairement politique. Il s'agit de former des citoyens patriotes, des gens prêts à défendre la République et la patrie. C'est dit sans détour. Mais attention, il ne faut pas croire que ce projet républicain fait l'unanimité. Loin de là. Le régime est attaqué de tous les côtés, par des ennemis qui rejettent ses fondements. La République est en permanence sur la défensive. En fait, la République est prise en étau. D'un côté, à sa gauche, vous avez les révolutionnaires, comme les anarchistes, qui la trouvent beaucoup trop bourgeoise, trop conservatrice, et qui veulent la renverser. Et de l'autre côté, à droite, on trouve 2 grands courants d'opposition. Une droite catholique, qui n'accepte pas du tout la laïcité et la perte d'influence de l'Église, et puis une nouvelle droite, nationaliste, souvent anti-parlementaire et antisémite, qui rêve d'un régime bien plus autoritaire. L'année 1894, c'est vraiment un pic de tension. Un anarchiste va jusqu'à assassiner le président de la République, Sadi Carnot. Et la même année, un capitaine de l'armée, qui est juif, Alfred Dreyfus, est condamné à tort pour trahison. Cet événement, en apparence anodin au départ, va déclencher la plus grande crise que le régime ait jamais connue. Oui, l'affaire Dreyfus, ça devient le test ultime pour la République. Elle va forcer la France entière à choisir son camp, entre 2 visions complètement opposées de ce que sont la nation, la justice ou même la vérité. Le tournant, le moment décisif, c'est la publication du fameux « J'accuse » de l'écrivain Émile Zola. C'est une véritable bombe. Dans cette lettre ouverte au président, Zola prend un risque énorme. Il accuse, nom par nom, les plus hauts gradés de l'armée. C'est un acte de courage intellectuel incroyable qui va littéralement couper la France en 2. Alors, un document comme celui-là, c'est une occasion en or pour s'entraîner à une épreuve type bac, l'étude critique de documents.
Face à un texte aussi fort, il faut toujours procéder en 3 temps. D'abord, on présente, qui parle, dans quel journal, à quel moment. Ensuite, on analyse, qu'est-ce que l'auteur veut faire, quels arguments il utilise, quel est son style. Et enfin, on critique, quel est l'impact du texte, sa portée, mais aussi ses limites. C'est vraiment une méthode à maîtriser. Et Zola, effectivement, divise la France en 2 camps qui ne peuvent plus se parler. D'un côté, il y a les Dreyfusards. Pour eux, ce qui compte, c'est la justice pour un seul homme, la vérité, les droits de l'individu, bref, les valeurs universelles de la Révolution. De l'autre côté, les anti-Dreyfusards, pour qui l'honneur de l'armée et la sécurité de la nation, ce qu'on appelle la raison d'État, doivent passer avant le sort d'un seul homme, même innocent. Ce n'est plus juste une affaire judiciaire, c'est une véritable bataille pour définir l'âme de la France. Et voilà, on arrive au point central de notre démonstration. C'est un paradoxe, mais en sortant victorieuse de cette épreuve terrible, en choisissant finalement la justice individuelle contre la raison d'État, la République sort plus forte. Elle a prouvé que ses grands principes, liberté, égalité, justice, n'étaient pas juste des mots sur des frontons de mairie. Elle s'est définie, elle s'est forgée dans la crise qu'elle a su surmonter. Allez, on aborde notre dernière partie. On va voir maintenant comment tous les débats de cette époque résonnent encore aujourd'hui et on va synthétiser ce qu'il faut absolument retenir pour vos révisions. La laïcité, par exemple, ce principe qui est formalisé par la grande loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui garantit la liberté de conscience tout en assurant la neutralité de l'État, ou encore la définition de la nation, le rôle de l'école. Tous ces débats qui ont secoué la Troisième République sont encore incroyablement présents dans la France du XXIe siècle. C'est pour ça que comprendre cette période, c'est aussi se donner des clés pour comprendre notre présent. Pour conclure, voilà une petite fiche de révision qui résume l'essentiel. Prenez un instant pour bien la regarder, on y retrouve les dates charnières, comme les lois de 75 ou celles de 1905, les notions clés, comme la laïcité ou le roman national, et bien sûr les acteurs incontournables, de Thiers à Ferry, en passant par Zola et Dreyfus. C'est une synthèse parfaite pour bien structurer vos connaissances avant un devoir. Et je vous laisse avec cette question en guise d'ouverture. Si l'identité de ce régime s'est construite non pas malgré les crises, mais bien grâce aux crises qu'il a traversées, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose sur l'identité politique en général ? Qu'elle n'est peut-être pas une essence figée, mais plutôt un processus, une lutte constante pour s'affirmer face à l'adversité. C'est une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup de votre attention.